Chers amis, voici donc le dernier chapitre de cette série dédiée à la membrane idiopathique et à l'œdème maculaire. Et l'on arrive au point crucial, le pelage proprement dit. Mais avant de commencer, voici quelques considérations générales. Vous allez devoir enlever une structure de 6 microns d'épaisseur, 1 micron de limitante interne et 5 microns de pied des cellules de Muller, plus éventuellement quelques microns de prolifération astrocytaire et d'hyaloïde postérieure. Vous allez donc enlever une structure 10 fois plus fine qu'un cheveu. Qu'est-ce que cela sous-entend? Que d'abord, vous allez utiliser le système de visualisation qui vous donnera le meilleur pouvoir séparateur, une lentille plan concave. Que vous allez apprendre à travailler avec le plus fort grossissement du microscope et que vous allez vous mettre au point en permanence. Que vous allez essayer de diminuer vos tremblements. Pour cela, vous allez relâcher vos épaules en les poussant vers le sol et maintenir la pince avec la main gauche. Et que, enfin, vous allez, pour garder la mise au point, mettre l'infusion en route dès que votre pince sera dans l'œil pour éviter une hypotonie qui vous ferait perdre le focus. Par contre, bien sûr, stoppez l'infusion chaque fois que vous allez sortir de l'œil pour ne pas engager le vitré dans les plugs, même s'ils sont valvés. Voyons maintenant l'instrumentation. Vu la taille de ce que vous allez enlever, choisissez des instruments parfaits. Quand je dis parfaits, je veux dire que leurs caractéristiques doivent répondre très exactement à ce que vous attendez et vous permettre un contrôle permanent de ce que vous faites. Prenons l'exemple de deux instruments fondamentaux. La pince. Elle doit avoir un affrontement parfait de son extrémité la plus distale pour pouvoir pincer avec précision une membrane de 1 à 2 microns. Si vous choisissez une pince crocodile, veillez à ce que l'occlusion des mors distaux se fasse avant celle des dents plus en arrière, de façon à ce qu'un débris de tissu coincé dans les mors n'empêche pas l'affrontement distal. La pince doit avoir une force de préhension assez grande, sans riper en cas de résistance, et elle doit avoir ses bords latéraux mousse pour ne pas déchirer sur les côtés de ses bords. Deuxième instrument, le pic, qui est aussi un instrument important quand on se trouve face à la hyaloïde et que l'on ne peut pas identifier ses bords. Le pic, pour ne pas être dangereux, doit être extrêmement tranchant. S'il ne rentre pas dans les fibres avec facilité, il va obliger à appuyer sur la rétine, ce qui va créer un pli rétinien devant lui et lui permettre de rentrer perpendiculairement à ce pli en pleine rétine. Personnellement, j'aime le tranchant d'une aiguille dont on recourbe l'extrémité en ayant soin de ne pas toucher la pointe, en présentant le biseau face à la rétine de façon à ce que le bord arrondi soulève les tissus tranchés sans les couper. N'utilisez pas le scraper diamanté de Tano dont on ne contrôle pas les bords et qui peut sectionner le plan des axones qui est mis à nu quand la limitante interne est enlevée. Sur quelle surface doit-on enlever la limitante? C'est une question difficile. Tout d'abord, essayez d'enlever toutes les plaques de hyaloïde situées dans l'arc des vaisseaux temporaux. En effet, comme nous l'avons vu, il peut y avoir une reprolifération astrocytaire si l'ischémie persiste. Si c'est le cas, une contraction de ces plaques restantes pourrait entraîner une ectopie fovéolaire. Pour ce qui est de la limitante interne, j'ai du mal à vous répondre. D'une part, on sait que les ablations très limitées, non intentionnelles, faites lors de l'ablation de la hyaloïde postérieure, peuvent suffire à entraîner des réactions réparatrices satisfaisantes, mais instinctivement,
je pense qu'une ablation plus large va engendrer une réaction plus importante. De plus, un pelage large de la limitante interne reste encore une des meilleures façons d'être sûr d'avoir enlevé au moins toutes les fibres hyaloïdiennes. Je vous conseille donc d'enlever au moins jusqu'aux 2/3 de la distance entre la fovea et les vaisseaux tampons. Où allez-vous commencer? Plus facile de dire où il vaut mieux ne pas commencer. Bien sûr, la fovea et le rafet interpapillomaculaire pour des raisons évidentes. Les zones proches des arcades vasculaires où la limitante est très adhérente, bien plus adhérente qu'ailleurs. Les zones où le marquage par ILM Blue montre qu'il y a eu un arrachement spontané de la limitante interne et des piédécules de Muller, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Et enfin, les zones où il y a des plis, car avec un pic, vous pourrez rentrer dans la rétine perpendiculairement, et avec une pince, vous aurez du mal à contrôler l'épaisseur de ce que vous saisissez. D'une façon générale, j'ai tendance à vous conseiller de commencer à un endroit où vous vous sentez confortable dans la position de la main et l'orientation de votre instrument. Il vaut mieux commencer proche de la macula si vous contrôlez bien vos mouvements que plus éloigné si cette zone ne vous permet pas un contrôle parfait du fait d'une mauvaise dilatation pupillaire, d'opacité cristallinienne ou plus simplement parce que vous n'êtes pas à votre main. Mais bien sûr, ces simples recommandations ne sont valables que si vous êtes dans le cas d'un œdème pur. S'il y a de la hyaloïde, c'est-à-dire si vous êtes dans le cas d'une membrane idiopathique, les choses seront moins stéréotypées car la disposition, l'étendue, la localisation et l'aspect de la plaque hyaloïdienne vont aussi interférer dans le choix de la zone de départ ainsi que dans la technique que vous allez employer. C'est pourquoi, pour plus de simplicité, nous allons envisager la gestuelle en fonction des différents cas cliniques que vous pourrez rencontrer. Le cas le plus simple, nous l'avons vu, c'est lorsqu'il n'y a pas de hyaloïde postérieure adhérente, comme le montre la coloration uniformément bleue de l'ILM Blue. Cela peut se produire soit en cas d'édème pur, soit après que vous ayez enlevé la limitante postérieure. Vous vous trouvez donc directement face aux structures que vous voulez enlever sans avoir à tenir compte de plaques hyaloïdiennes. En fait, vous êtes dans la même situation que face à une capsule antérieure en début de phaco, et d'ailleurs, la technique que je vais vous conseiller est celle du capsulorhexis à la pince. Au fort grossissement du microscope, vous pincez très superficiellement une zone de rétine sans pli. Sous l'effet du pincement, vous voyez apparaître un petit pli bleuté dans l'axe de vos morts. Vous faites alors de tout petits mouvements de côté parallèles au plan rétinien. Comme la limitante est la seule structure rigide de la rétine, elle va se décoller des tissus sous-jacents. Vous allez alors faire un mouvement un peu plus important qui va déchirer la limitante et c'est à partir de cette déchirure que vous allez alors tourner autour de la fovea dans une spirale d'escargot pour faire votre exis en allant toujours de la zone décollée vers la zone adhérente. Parfois, la déchirure que vous avez créée lors du pincement est trop petite et vous aurez soin d'en augmenter un peu la longueur pour obtenir une spire de colimaçon plus large. Comme pour un capsulorhexis, vous aurez besoin de reprendre le lambeau décollé plus près de son insertion, d'abord pour mieux contrôler votre action, mais aussi pour éviter que votre pince puisse toucher la rétine à distance du rhexis. La structure enlevée, composée de limitante interne et de pieds de cellule de Muller, apparaîtra au milieu de l'œil
comme une fine membrane cellophane transparente aux bords à peine enroulés. Voici deux exemples de rhexis, à gauche dans une thrombose veineuse et à droite dans un diabète. A l'inverse, voyons maintenant le cas où le pôle postérieur est complètement recouvert de hyaloïdes. Cela peut se produire soit lorsque le décollement du vitré ne s'est pas encore réalisé et que vous n'avez pas décollé la hyaloïde comme indiqué dans le chapitre 6, soit en cas de vitréoschisis. Le bleu de Koumassi n'a rien coloré du tout puisqu'il ne colore pas la hyaloïde postérieure. Entre vous et la limitante s'interpose donc un matelas de fibres hyaloïdiennes. Comme on le voit sur une coupe à napate, ces fibres hyaloïdiennes n'ont pas de cohésion et n'ont pas de plan de clivage. Parfois, elles semblent s'insérer dans la rétine, ce qui peut expliquer qu'un décollement spontané du vitré puisse abandonner des restes de hyaloïdes adhérentes. Parfois, elles semblent attachées à la limitante interne, ce qui explique qu'un simple décollement thérapeutique de la hyaloïde postérieure puisse arracher la limitante et la gliose. Quoi qu'il en soit, la pince va attraper des fibres qui vont s'arracher individuellement les unes des autres et on aura l'impression d'attraper du chewing-gum sans consistance. On aimerait pouvoir saisir une plus grande quantité de fibres pour avoir une plus grande force d'arrachement, mais c'est difficile à la pince. Certes, on peut à la longue enlever suffisamment de petites touffes jointives de fibres pour s'aménager un accès plus ou moins correct à la limitante interne, mais cela peut prendre beaucoup de temps. Personnellement, je vous conseille de créer plutôt un plan de clivage avec un pic très tranchant ou une aiguille recourbée, de façon à séparer un bloc de fibres. Vous pourrez alors prendre toute l'épaisseur de ce bloc à la pince, comme on saisit le bord d'une plaque adhérente, et réaliser votre rhexis. Une fois la hyaloïde enlevée, vous aurez soin de réinjecter de l'ILM Blue et vous découvrirez que, dans la majorité des cas, une déchirure de la limitante interne aura été créée du fait d'une intrication trop forte entre la hyaloïde et le plan limitante cellule gliale. Cela confirme donc bien qu'il est illusoire de vouloir comparer les résultats de la chirurgie avec ou sans ablation de la limitante interne, à moins de vérifier au bleu de Koumassi l'intégrité ou la disparition totale de la limitante. En voici un autre exemple. Quoi qu'il en soit, si vous voyez une déchirure non intentionnelle de la limitante, vous pourrez naturellement continuer le rhexis de la limitante comme vu précédemment à partir de cette déchirure. S'il n'y a pas de déchirure visible, faites le pincement de la limitante comme je vous l'ai précédemment indiqué. Entre ces deux cas extrêmes se trouvent les cas les plus fréquents de membrane épirétinienne idiopathique, où la coloration par bleu de Koumassi vous montre une juxtaposition d'îlots d'hyaloïdes non colorés et de zones colorées de limitante interne à nu. Toutes les répartitions peuvent se voir, du simple petit îlot de hyaloïde isolé à une vraie mosaïque de nombreux îlots. Vous avez alors deux façons de faire votre pelage de la limitante. Soit d'enlever d'abord les îlots hyaloïdiens pour ensuite faire votre rhexis de la limitante, soit d'enlever les deux en même temps. Certaines choses vont vous orienter pour vous décider.
Parfois, un lambeau hyaloïdien est de toute évidence détaché. Il est alors tellement facile d'enlever la plaque hyaloïdienne qu'on n'hésite pas à le faire en allant, comme toujours, de la partie décollée vers la zone adhérente, comme on fait pour retirer un papier mural du mur ou une étiquette de son support. Parfois également, la plaque hyaloïdienne a des bords très marqués. Vous ferez alors selon vos habitudes et selon que ce bord est dans un endroit facile à saisir ou non. Lorsque, après l'avoir enlevé, vous tiendrez de la hyaloïde postérieure dans votre pince, le spécimen apparaîtra recroquevillé et chiffonné, à l'inverse de la limitante interne pure. Si la plaque est petite, pas besoin de remettre du colorant. Mais si elle est plus grande, c'est bien de vérifier, grâce au bleu de Koumassi, s'il n'y a pas eu de déchirure de la limitante provoquée par l'ablation de la hyaloïde. Si le bord de la plaque est arciforme, attention de ne pas succomber à l'envie de saisir la plaque au milieu de l'arc, avant d'avoir préalablement libéré les deux ancrages entourant l'arc. Faute de quoi, ces deux ancrages seraient situés en arrière de votre pince et vous n'iriez donc pas de la zone décollée à la zone adhérente et vous pourriez créer des déchirures rétiniennes. Je préfère dans ces cas commencer mon rexis en pleine limitante interne, en arrière des deux points d'ancrage, qui vont être enlevés avec tout le reste par ce même mouvement de la zone décollée à la zone adhérente. En fait, vous l'avez compris, ma préférence va au rexis qui enlève en même temps la limitante et la plaque hyaloïdienne sous-jacente. Pour cela, je vous conseille de commencer soit en temporal de la plaque, soit entre la plaque et les vaisseaux temporaux. Voici un premier exemple avec un début en temporal. Une fois la déchirure de limitante créée, vous la prolongez parallèlement à la plaque pour obtenir une large spirale capable d'emporter tout sur son passage. Voici un deuxième exemple avec un début entre la plaque et l'arcade supérieure. Parfois, on ne peut pas continuer l'escargot dans le même sens et il faut savoir inverser de sens pour éviter de déchirer le rexis et terminer sans sortir la pince. Un mot maintenant sur les complications de pelage. Ne vous souciez vraiment pas des petites pétéchites qui vont survenir pendant votre pelage de limitante. À la limite, cela doit vous conforter dans l'idée que vous êtes réellement en train d'enlever les pieds des cellules de Muller qui, avec les astrocytes, sont situés juste au-dessus des capillaires superficiels. Le lendemain matin, il n'y aura plus aucune trace de ces hémorragies. Pendant le pincement de la limitante, il peut vous arriver deux ennuis, ou de faire une microdéchirure, ou de faire une blessure vasculaire.
Dans les deux cas, assurez-vous d'avoir enlevé complètement la hyaloïde autour de la lésion pour éviter toute traction sur ses bords. Si l'hémorragie persiste, faites augmenter légèrement la pression intraoculaire et comprimez le vaisseau pendant 10 à 20 secondes avec votre vitréotome pour faire l'hémostase. Pas besoin de rétinopexie pour la déchirure, comme pour l'hémorragie, une simple injection d'air suffira. Voilà les amis, nous avons terminé ce sujet sur les membranes et les édèmes maculaires. Merci de votre patience. Je vous demanderai un dernier effort. Posez des questions sur ce qui n'a pas été clair ou que vous n'avez pas bien compris. J'ai besoin de vos commentaires et de vos interrogations auxquelles je pourrai répondre lors de la prochaine réunion de la SCRV à Cannes en avril prochain. Nous nous reverrons bientôt sur YouTube pour traiter les décollements de rétine. Merci encore, à bientôt.